de RDS pour vous inciter à porter le masque. Puis là, tout le monde parle d'une deuxième vague, à quel point ça va pas bien. Moi, j'ai une maman qui, si jamais elle pognait le corps d'un COVID-19, elle ne sera même pas à l'hôpital, elle arrête là. Fait que j'ai une maman à la santé excessivement fragile. Fait que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi ça me touche. Les gens qui disent que ça n'existe pas, vous irez dire ça à des gens qui ont perdu des proches au COVID-19. Donc, Yannick puis moi, on essaie de vous dire, agissez, les enfants, surtout les ados là, qui sont au secondaire, je vais chercher ma fille, je capote. Les câlins, puis je t'aime, puis tu m'aimes, là. Agissez comme si tout le monde l'avait, puis essayez de vous protéger, ça va protéger vos proches. Ceux qui ont peut-être eu l'occasion de lire et ceux qui ne l'ont pas fait, là, allez lire les commentaires de notre collègue de TSN, John Lou. Tu connais John, Martin? Il était malade sur un moyen temps, là, il a eu peur de mourir. C'est un gars en forme, c'est un gars qui As-tu lu The Rock? Non, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas vu. Dwayne Johnson. Moi, des fois, tu sais, mes enfants trippent sur Dwayne Johnson. Il l'a pogné solide. On s'entend, Yann, il est un petit peu plus en shape que nous autres. Il dit, ses enfants, aucun symptôme. Il dit, moi puis ma femme, défaite. Fait que, tu sais, anyway, on ne veut pas vous faire la morale. Les gens qui sont anti-masques, c'est correct. Faites juste respecter ceux qui en ont. Puis ceux qui croient à cette pandémie, mais mettez votre masque. Je vous le jure, c'est fini pour la morale. On ne veut pas vous faire la morale. On veut s'amuser, on veut jaser, on veut avoir du fun. On veut parler de podcast, on veut parler du... on a une grosse émission. Ben oui. David Perron fait le show avec nous autres. David Perron, je pense qu'on peut y parler de Jake Allen, Edmondson, on peut y parler de Pietrangelo, on peut y parler de lui, ce qui est arrivé parce que il a eu rough des derniers jours, comment ça s'est passé dans la bulle. Bref, beaucoup d'actualités avec David à jaser. On parlait également avec Bruno Gervais et pour commencer le show, qui d'autre que Marc Denis. Marc Denis, et voilà. Salut Marc, comment ça va? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ton œil va bien, ton œil va mieux, ça guérit bien? Ouais, c'est pas mal guéri, là. C'est pas mal guéri. Fait que, ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il faut rappeler que Marc avait un œil de boxeur, un orgelet. Mais c'est disparu, c'est correct. Ouais. Tout est correct. Ouais, un œil. Ouais, c'était pas un œil de boxeur, c'était un œil de boxeur qui n'avait pas gagné. Pas pareil. C'est quoi que mais j'ai déjà vu des boxeurs maganés qui avaient gagné quand même. Ouais. Ben, rappelez-vous, les gars. en UFC, là, il y a quelques années, il était magané sur un moyen temps, mais il avait gagné. Fait que dans ce temps-là, ça fait moins. C'est comme ça. C'est ça. Hey, écoute, il y a de l'actualité à côté. On est juste là une fois semaine, donc on essaie de passer à gratte rapidement. Gros show en plus aujourd'hui. Je le disais hier au 5 à 7, thank God, c'est pas aussi plate que la série Lightning Islanders. Ouais. Elle est vraiment bonne, la série finale de la Coupe Stanley, après 2 matchs, une victoire de chaque côté. Marc, comment tu résumes ce qui s'est passé dans les 2 premiers matchs? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Rapidement, là, moi, je vais te dire, ce qui me saute aux yeux, c'est que tous les ingrédients pour une longue série sont en place. J'ai pas l'impression que ça va se finir avant 6-7 matchs. Deuxième chose, c'est, tu parlais de boxe, ça fait bien, c'est un bon préambule. C'est comme 2 boxeurs qui s'étudient, mais c'est 2 styles complètement différents. Il y en a un qui est très structuré, intense, robuste au possible. Je te parle des Stars de Dallas qui bénéficient d'un gardien de but qui est hot. Puis tu as le Lightning de Tampa Bay avec tout le talent du monde, beaucoup de rapidité, beaucoup de vitesse, possession de rondelles. C'est les 2 styles qui s'affrontent. Les 2 premières périodes ont appartenu aux Stars. La troisième et probablement la majorité du dernier match ont appartenu au Lightning. Mais écoute, ça va être comme ça va être serré. Les 2 gardiens ont été excellents, vont être sollicités tout le long de la série. Tu as raison d'en parler. Là. C'est 2 équipes qui ne s'aiment pas beaucoup. Il va y avoir de l'intensité, il y a de la robustesse en masse. Puis j'ai comme l'impression que le jeu de puissance peut avoir un gros mot à dire dans l'issue de la série. Puis on voit qu'il y a une belle histoire d'amour qui est en train de s'installer entre Corey Perry et Cédric Paquette. Avez-vous vu son dernier match? Encore la prise de la tête, m'a dit. Là, ils ne s'aiment pas, ces 2-là, puis ça paraît. Là. Non, ils ne s'aiment pas. Puis c'est le style de jeu des Stars. Je dirais pas l'intimidation, mais vraiment mettre un point d'exclamation là-dessus puis démontrer que ce sont les joueurs les plus robustes. Ils se déplacent bien. Puis c'est leur leadership qui a beaucoup de caractère. Hein? C'est Jamie Benn, c'est Joe Pavelski. Ce sont ces gars-là, Radulov, qui se présentent. Là, je lisais que Blake Comeau n'était peut-être pas sur la patinoire pour l'entraînement matinal. S'il n'est pas là, c'est un autre joueur qui est très robuste et physique. Alors que du côté du Lightning, les joueurs de talent, c'est pas eux autres les plus robustes, c'est plutôt du côté de Goodrow, de Coleman, de Yanni Gourde, peut-être la petite perce qu'on se tourne pour cet élément-là.
Ouais, Maroon aussi, qui ne joue pas beaucoup, qui n'est pas un gros facteur, par exemple, à 6-7 minutes par match ou 8 minutes. L'autre aspect qui est intéressant, c'est, bon, je vous ai parlé du jeu de puissance. Le jeu de puissance du Lightning s'est réveillé. Le jeu de puissance des Stars est pour moi le meilleur depuis le début des séries éliminatoires. Et le dernier élément que je regarde, c'est un peu la production périphérique ou la secondary scoring qu'on appelle en anglais. Moi, je trouvais que les Stars de Dallas, avec les Gourianov, Rupehinski, Viranta, entre autres, sont capables d'en avoir depuis le début des séries. Alors, du côté du Lightning, ça a été plus tough là, pour Tyler Johnson, puis Killorn, puis le quatrième trio dont tu viens de parler, Martin, ne marque pas souvent non plus. Alors, ça a un impact, ça aussi, dans le portrait global de cette série-là. À quel point, puis tu sais, c'est un sujet qu'on va développer avec Bruno tantôt, mais à quel point les défensives sont importantes. Scannon domine la ligue pour les points. Je trouve qu'on sous-estime l'équipe des Stars de Dallas, Sullivan, Klingberg. Tu sais, on sait que Ross a la troisième paire. Ils ont moins souvent. Ouais, ils ont une profondeur. De l'autre bord, là, McDonough, c'est un premier avec les Rangers. Edmund, qui connaît toutes les séries. Sergachev, c'est-à-dire, moi, Sergachev vient de finir, il est en train de finir sa 3e année de contrat. Puis eux autres, là, il leur reste 5 millions au Lightning, ou 4 ou 5 millions pour la prochaine saison, puis ils ont juste 2 défenseurs de signés. Écoute, s'il y en a un qui est susceptible de se faire mettre d'un dent une offer sheet, là, c'est bien Sergachev. C'est une vedette, ce gars-là. Ça va être une star. C'est clair que d'avoir un... Oui, vas-y, Yannick. Non, ben j'allais juste dire, c'est pour ça que le Lightning, il faut qu'il gagne là. C'est maintenant ou jamais, parce que là, ça va être plus difficile à cause de l'argent. Oui, et puis moi, j'ai confiance en Julien Brisebois, par exemple, qui trouve une solution. N'empêche que tu parles d'un groupe de défenseurs, puis un groupe de défenseurs efficace, c'est tellement important. Tu regardes Oleksiak, les services qu'il rend aux Stars de Dallas. Regarde du côté du Lightning, on est allé chercher de la profondeur avec des gars comme Coburn, comme Bogosian aussi, qui n'étaient pas dans l'uniforme lors du dernier match. Tu sais, t'en as besoin. Tu as besoin d'Edman qui c'est Ice Cannon, pour moi, les 2 grandes vedettes de ces équipes-là, de chacun de leur côté respectivement. Alors, c'est clair que tu as besoin d'avoir une défensive, tu as besoin d'avoir de la profondeur. C'est pour ça, quand on parlait il y a une semaine à peine, puis on se jasait de Joel Edmondson, puis ça ne veut pas dire qu'on monte la porte de sortie à un autre défenseur nécessairement. Alors, moi, je trouve ça important d'avoir beaucoup de bons défenseurs. Et les 2 équipes qui sont en place sont une preuve de ce phénomène-là, Martin. Je t'entendais, Martin, hier, puis Marc, tu nous en as parlé la semaine dernière. Oleksiak, là, tu sais, moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer souvent. Là, on le voit plus en série, là, peut-être parce qu'on a l'occasion de voir plus de matchs, mais pour moi, c'est toute une révélation. Là. Il est vraiment meilleur de ce que je pensais ou de ce que je voyais à distance. Parce que là, on l'a dans la face régulièrement. Là. C'est un excellent défenseur là, pour les Stars de Dallas. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et c'est toujours le 2e meilleur athlète de sa famille, par exemple, mais ça, c'est un autre histoire. Non, on n'oubliera jamais la performance de cette jeune fille-là. Exact. Mais je veux regarder pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Là. Je dis rarement n'importe quoi, mais je veux juste être sûr d'avoir les bons moments dans sa carrière. Il y a 27 ans, ça, je le savais. Lui, là, il a été repêché en 2011. Ça veut dire que c'est plus de 8 ans après son repêchage. C'est plus de 6 ans chez les professionnels dans la Ligue nationale de hockey pour qu'il devienne le défenseur qui est là. Il a dû passer dans des échanges pour pas grand-chose là, à Pittsburgh pendant 2 ans avant de revenir. Ça démontre ça à quel point il faut être patient des fois avec un défenseur avant que le défenseur devienne véritablement le joueur qu'il peut être, encore plus dans des défenseurs de gabarit imposants comme celui d'Oleksiak. Honnêtement, moi aussi, mes pattes, il n'y a pas grand monde qui ne le prendrait pas dans son top 4 ou au pire aller comme 5e défenseur, on s'entend. Là, il est gros, il est mobile, il joue chien, puis en plus, il y a une petite production offensive dans les séries. Quand je te parlais de production périphérique, là, ça en est un bon exemple. C'est le genre de gars. Klingberg, Ice Cannon, oui. Mais que Oleksiak a une production offensive aussi, c'est du bonus. C'est comme Kiviranta qui est dans les estrades, qui embarque et qui score 4 gros buts dans des matchs importants, dont 3 dans un match numéro 7. C'est comme ça que tu vas chercher du succès. J'écoutais notre collègue Benoît Brunet qui parlait de 93, il parlait de Paul DiPietro, il parlait de John Leclerc, qui n'étaient pas des joueurs importants à ce moment-là et qui ont marqué des gros buts. On ferait l'historique entre 93 et 2020 et on en trouverait toujours un joueur comme ça qui a marqué des buts importants pour les équipes qui ont gagné. Alors, c'est comme ça que les Stars, pour l'instant, sont en train d'accomplir ce que peu de gens leur donnaient de chance. Ils ont battu l'Avalanche puis les Golden Knights. Tout le monde voulait voir ces 2 équipes-là. Les Stars ont quand même battu 2 équipes favorites. Là.
Oui, et les Stars, juste pour compléter sur Alexiak, même cette saison, c'est à peu près 15 minutes de jeu. Il est fini dans les moins. C'est vraiment en série qui prend son envol. Tu parles du temps. Exact. Combien de fois qu'on a dit qu'un gros, ça prenait bien plus de temps, Marc? Un grand, un gros, on vient de le voir. Et je ne sais pas si tu vas embarquer dans ce bandwagon-là, mais c'est Jacques Martin qui s'occupait des défenseurs à Pittsburgh. Puis Jacques Martin, pour moi, là, c'est un whiz du coaching, de l'enseignement, d'amener un défenseur dans ses capacités à terre promise. Moi, j'ai envie de donner un peu de crédit au coach Martin. Oui, on peut en donner, mais tu sais, ces joueurs-là, là, c'est d'aller puiser les bons conseils et l'expérience partout où tu le peux. Tu sais, il y a rarement un coach qui va façonner le joueur de hockey parce que tu as besoin d'avoir des approches différentes, tu as besoin d'avoir des enseignements différents. Tu sais, rappelle-toi ce que Jeff Petrie a dit. Ouais, Jean-Jacques Daigneault, peut-être moins, mais là, Luke Richardson, il est plus calme. Ben, peut-être que pour un autre, Jean-Jacques Daigneault était meilleur parce que lui, il était plus rough. Tu sais, les approches différentes vont, puis ça vient avec l'expérience aussi. Tu sais, un défenseur, tu sais, d'en parler avec un bon gabarit, il a peut-être besoin d'un peu de confiance. Puis d'avoir de la confiance à ta première, deuxième, troisième année, quand t'es grand, t'es gros, t'es pas encore coordonné, puis tu te fais battre, c'est plus difficile. Fait que tu mets tout ça ensemble. Fait que, tu sais, oui, j'embarque dans ce que tu dis, Martin, peut-être pas dans le bandwagon, puis je ne l'ai pas regardé au niveau où tu l'as dit, mais tu sais, c'est d'aller puiser les conseils un peu partout puis de mettre ça dans ta boîte d'outils, Yannick. Là, le temps file rapidement. 55 qui se déplace, c'est bon. Continue toujours. Là, le temps va rapidement, puis je sais qu'on a plein de sujets, mais là, j'ai une question de sourire, il faut que je la pose sur Facebook Live. Il y a Mathieu Carleton qui t'écrit « Salut Marc, peux-tu parler de Mark Strom? 4e au Vézina, Martin va être content. Pas ça cute. Écoute, ouais, Q. Hey, moi, j'ai pas voté pour ce trophée-là parce que ce sont les DG qui le font, mais dans mon propre classement, moi, Mark Strom venait au 3e rang cette année. Il a connu une saison exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec certains des propos de Martin Lemay. C'est vrai que c'est pas le gardien de but le plus conventionnel, puis Thatcher Demko est probablement l'avenir du côté des Canucks. On parle de plus en plus, je vous le dis, là, dans le marché de Vancouver, là, on parle de plus en plus de monnayer ce que représente Mark Strom pour l'instant. Est-ce que ça veut dire d'échanger ses droits de négociation parce que le contrat qu'il va commander va être énorme? Il a reçu le 4e plus haut total de vote par les DG. C'est pas rien parce que les DG vont voter de façon beaucoup plus conservatrice que moi, je peux le faire dans mon analyse parce que moi, je vais regarder les buts sauvés, les départs de qualité, la qualité de compétition, la qualité de tir qu'ils vont recevoir. Puis là, je dis moi, mais on est plusieurs à le faire, là. Mais tu sais, je te parle de ce que je fais sur RDS.ca. Alors que les DG, eux, vont s'en faire beaucoup plus. Ben, la preuve, c'est Vasilevski cette année. Vasilevski jouit d'une réputation maintenant. Bobrovski a cette réputation-là. Price l'a eu longtemps. Il n'y a pas eu de vote cette année, mais il l'a eu longtemps, cette réputation-là. Même quand il n'était pas d'une bonne année. Rappelez-vous, il y a quelques années, il était passé devant Cam Talbot, qui avait eu une année absolument incroyable parce que c'était Carey Price. Bref, ce que je veux dire, c'est que Mark Strom ne l'a pas volé. Pour la première fois, il s'est vraiment installé lors des 2 dernières saisons comme un gardien de but numéro 1. Il va passer à la banque, mais j'ai comme l'impression que ce ne sera peut-être plus avec les Canucks. Mais entre Quinn Hughes, sa grande amélioration, et Jacob Markstrom, ce qu'il a fait pour les Canucks, c'est une des raisons pourquoi cette équipe-là a fait partie des belles surprises de l'Association de l'Ouest. Ça ne veut pas dire que parce que j'aime pas un gardien qui ne peut pas connaître une bonne saison, mais pour moi, début de carrière puis fin de carrière, il y aura eu un flash, là, mais pour moi, ça ne sera jamais un grand gardien. Martin, je finis là-dessus. C'est pas parce que Roman Yossi a gagné le Norris que je ne prends pas Edman avant lui. C'est pas parce que Draisaitl a gagné le Hart que je ne prends pas Nathan McKinnon. Là. C'est pas la même affaire. Je prends probablement Vasilevski avant que Hellebuck, mais c'était Hellebuck qui revenait le Vézina cette année. On parle d'un échantillon d'une saison de 82 matchs. Sinon, ce serait McDavid puis Crosby qui gagneraient tous les trophées tous les années. Là. Exact. Puis si on écoutait les joueurs, Carey Price aurait le Vézina tous les années, pourtant, ça fait un bout qu'il ne l'a pas eu. C'est ça. Je veux te parler du hockey junior. On a demandé au gouvernement une subvention. Tu es directement impliqué. On sait que l'équipe de Chicoutimi, à moins que je me trompe, appartient à la ville, mais quand même, vous êtes les dirigeants qui prenaient des décisions. Donc, le hockey junior a besoin d'une subvention du gouvernement québécois et on semble vouloir se servir du levier du côté du gouvernement pour vous faire adopter des lois contre les bagarres. Ça a été refusé une première fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à la charge. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce dossier? Bien, tu l'as dit, là, je fais partie des gestionnaires de l'équipe des Saguenayens. Fait que je ne peux pas tout divulguer, mais je peux quand même commenter parce que c'est sûr que j'ai mon opinion comme homme de hockey. Puis
je ne sortirai pas la langue de bois pour la cassette. Là. Je vais vous dire ce que je pense franchement. Moi, je pense qu'il va falloir revenir à un moment donné sur cette décision-là. Je crois que l'évolution... Écoute, je veux rappeler aux gens là, que j'ai joué dans les années 90 dans la Ligue américaine puis dans le junior. Là. Au Québec, on fournissait des toughs. Yann, tu le sais, tu étais impliqué avec la Ligue nord-américaine. On le sait, là, à un moment donné, là, je ne me mets pas à tête, je fais pas l'autruche. Là. Puis ça crée des émotions quand on est dans un building et qu'il y a une bagarre. OK? Maintenant, là, moi, sous ma responsabilité puis sous ma gouverne, là, il y a 25 jeunes de 16 à 20 ans dont je dois assurer, puis encore plus cette année, je le réalise, là, la santé et la sécurité. Je pense pas que de se battre à point nu avec des couteaux en dessous des pieds, c'est la meilleure façon de montrer à des adolescents de 16 à 20 ans d'être en sécurité. Maintenant, il faut s'assurer que si les sanctions sont plus sévères pour les bagarres, que les sanctions sont plus sévères pour les coups cochons aussi. Puis ça, c'est déjà dans les règlements. Alors voilà, maintenant, pour ce qui est du reste, de tout ça dont tu me parles, si la ministre Charest, qui a très bien joué ses cartes, veut se servir de son levier de compensation, c'est pas le bon mot, mais d'aide financière pour certains des meilleurs athlètes amateurs du Québec et des Maritimes, pour certains des meilleurs athlètes étudiants, elle veut se servir de ce levier-là parce que moi, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de financer les études et le parcours sportif, le développement de ces jeunes-là. Certains qui vont jouer au hockey professionnel, mais pas mal plus qui vont rester sur les bancs d'école en pratiquant leur sport. Tu sais, si elle se sert de ce levier-là, tant mieux. Elle aurait été très intelligente de le faire. Je sais que du côté des Saguenayens, ça, c'est du domaine public. Nous, on avait voté en faveur des amendements avec des sanctions plus sévères qui punissaient pour un minimum de 15 minutes. Oui, là, c'était 15 minutes pour un combat d'une majeure de 5 minutes, c'était 15 minutes. Et la suspension, c'est après 10 combats. Là, maintenant, c'est 5, je pense. Non, c'est 10 présentement. C'eût-été avant, oui. C'est ça. C'est ça. C'eût-été après 5. Là, c'est la partie que je ne peux pas trop divulguer, mais il ne faut pas oublier aussi une chose. On est quand même sous la gouverne de la Ligue canadienne de hockey, qui est aussi en négociation avec la Ligue nationale de hockey en tout temps. Il y a plein de parties qui sont en mouvement là-dedans. Là, mais moi, ce que je veux te dire, là, c'est que les sanctions plus sévères qui étaient sur la table, à Chicoutimi, on n'était pas. Puis moi, avec l'évolution de la game, là, c'est plus ça. Moi, aujourd'hui, là, j'ai Dawson Mercer, j'ai Hendrix Lapierre, j'ai Louis Crevier qui va être repêché, j'ai Samuel Hood qui va être un des leaders chez les Saguenay de Chicoutimi. Puis ces gars-là, ils se battent pas. Moi, je veux qu'ils soient sur la glace. Je veux pas qu'on leur donne le coup de cochon, mais je veux qu'ils soient capables de jouer au hockey. C'est là où l'intensité... Puis toi, sur moi, là, le hockey junior, là, ça joue, il y a de l'intensité, le rythme est élevé, puis c'est ça qu'on veut encourager. Alors, voilà. De toute façon, je te rejoins beaucoup, Marc, là-dessus. Là, puis si on part du fait que depuis quelques années, on élimine les coups à la tête, on est très sévère pour ces coups-là, pour les commotions et tout ça, c'est comme illogique qu'on permette des bagarres. Tu sais, à quelque part, tu dis, tu donnes un coup dans le feu à la tête, t'es puni, t'es suspendu, puis 5 minutes après, tu peux aller te battre à grand coup de poing sur la gueule. Tu sais, ça n'a comme pas de logique. Et Dieu sait, là, que, Dave Morissette a déjà été fâché contre moi parce que je disais que j'étais pas pour les bagarres stagées, mais je disais que les bagarres avaient une place dans le hockey. Mais au hockey junior, là, vous mettez ça à 15 minutes au lieu de 5, je ne trouvais pas que c'était une grosse révolution. Vous auriez dû, puis je sais que les Sags avaient accepté. Là. Mais moi, je serais même prête, là, je suis très dirigeant du hockey junior. Là. Mais là, à 5 matchs de suspension, si après 5 fois que tu bats, tu as un match de suspension, ben, je mettrais le gars dehors. Moi, si tu vas te défendre un coéquipier parce qu'il y a eu une injustice ou quelque chose, puis tu laisses tomber les gants, puis tu es sorti pour le restant de la partie, bon, c'est sûr, tu veux que ton gars reste à la glace, mais des hommes puis des petits garçons qui vont vouloir défendre leur coéquipier, ça va arriver. Sors-les du match, ça va faire partie du jeu. Vous êtes capable de jouer à 11 attaquants là, pour finir un match. Puis après 5, il sera suspendu. Il vous a offert 15 minutes au lieu de 5. Il laisse le gars dans la game. N'importe quel autre sport, tu te bats, t'es dehors. J'aurais été là, moi. Puis je suis pas contre les bagarres. Mais c'est pour ça que je te parle d'évolution. Tu sais, toi, tu as employé le mot révolution. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence. Puis la dernière affaire que je vais dire, là, tu sais, moi, je suis un amateur d'arts martiaux mix. Je connais pas beaucoup la boxe, mais, tu sais, hey, même dans ces combats-là, qui sont jugés violents, là, les gars, ils ont des gants parce que c'est trop dangereux à main nue. Il y a des règlements qui encadrent ça. Moi, je vois pas comment on peut permettre à de jeunes adultes, des vieux adolescents et des jeunes adultes, de se battre sans avoir des conséquences qui sont plus graves. Bref, voilà, c'est ça mes commentaires. On pourrait en parler longtemps. Là, on pourrait en débattre, puis il y a des bons points des deux côtés, mais moi, je ne vois pas comment dans une Ligue junior, on ne peut pas avancer. Oui, parce que là, on parle du niveau junior. Ligue nationale, c'est autre chose, mais dans
junior, là, on est tous d'accord là-dessus. Mais de toute façon, ça va revenir dans l'actualité parce que hier, le ministre Charest a fait sa sortie, puis là, ça va débouler dans les prochains jours, c'est certain. Exact. Avant de flusher Marc, littéralement, j'aimerais qu'on rentre Bruno, parce que la dernière question, j'aimerais ça la faire à 4. C'est pas un gros sujet, mais quand même, c'est une actualité Canadien de Montréal. Jake Evans qui signe avec le Canadien de Montréal 2 ans. La première année à 2 volets et la deuxième année à 1 volet. Hello, Bruno. Premier commentaire, les gars, sur cette signature-là qui est comme en 2 temps. Bruno, vas-y en premier. Bien content de vous rejoindre, messieurs. Pour ce qui est de Jake Evans, il y a un point là. Mettons, je vais commencer avec le point de vue joueur. Et Marc, tu vas te rappeler de ça, mais de mettre son nom sur son premier contrat où tu as un volet dessus, c'est quelque chose de plaisant pour un joueur. C'est quelque chose d'important. Les joueurs vont vouloir demander ça pour cette espèce d'assurance-là. Mais ça ne veut rien dire aujourd'hui. Surtout un contrat de ce montant-là. Je pense que la deuxième année, c'est 800 000 à un volet. C'est pas ça qui va faire que tu es dans la Ligue nationale. Il y avait une époque où, avec ces contrats-là, les gars restaient dans la Ligue nationale. Maintenant, les équipes, surtout qui ont des bons portefeuilles comme le Canadien, n'ont pas peur de laisser ces joueurs-là dans la Ligue américaine si le travail n'est pas fait sur la patinoire. C'est rassurant pour le joueur, mais c'est pas garant d'une position avec le Canadien. Mais je pense que Evans en est un qui a fait une très belle évolution de son jeu, une belle courbe d'évolution avec le Rocket de Laval. Il l'a démontré quand il est monté avec le Canadien. C'est un joueur qui a tellement une bonne lecture de jeu qu'il ne se met pas dans le trouble. C'est pas le plus vite, c'est pas le plus fort, c'est pas le meilleur lancé, mais sa compréhension du jeu, le fait que tu peux lui faire confiance, tu peux l'embarquer dans différentes situations, ce qui lui permet de gagner du temps de glace et un certain rôle avec une équipe, et il peut s'ajuster à tout ça. Donc, cette flexibilité-là, cette lecture du jeu-là vont l'aider à passer devant certains joueurs qui sont plus talentueux que lui, plus rapides, plus costauds, mais que tu hésites encore, qui ont besoin d'évoluer et de s'améliorer avant vraiment de sauter dans la Ligue nationale. Marc, ça lui garantit-tu son rôle Jake sur Evans, le quatrième centre? Non, ça ne lui garantit pas son rôle. Moi, je pense qu'il y a une option sérieuse pour un rôle parmi les 23 joueurs du Canadien pour la prochaine saison. Il a l'avantage d'être capable de jouer au centre et d'être droitier également. Je sais que Suzuki en est un autre, mais moi, je pense que c'est un atout qui n'est pas négligeable pour un joueur qui est responsable défensivement. Bruno fait bien de le mentionner. C'est vrai qu'il n'y a aucun des atouts offensifs qui est spectaculaire, mais il est capable de se glisser derrière la défensive parce qu'il lit justement bien le jeu. Il comprend les situations sur la glace. Ça, j'ai trouvé que même au niveau de la Ligue nationale de hockey, il est en mesure de le faire. Ça lui a permis de se faire justice à quelques moments. Et courbe de progression aussi. C'est un gars qui est arrivé à maturité après son stage junior, qui a été capitaine avec le Fighting Irish de l'Université Notre-Dame, qui en a vu d'autres, qui a un petit peu plus de maturité que des gars comme Ryan Poehling quand tu arrives chez les pros. Bref, tu mets tout ça ensemble. C'est une bonne signature. Écoute, 2 volets pour la première saison, un seul pour la deuxième. C'est sûr que ça a un impact financier pour le joueur qui est intéressant, mais comme le disait Bruno, en même temps, là, tu vas rentrer dans une phase où là, tu vas avoir besoin du balotage. Donc, moi, je pense que c'est un poste à perdre pour Jake Evans avec le Canadien. Ça serait intéressant. Donc, si je comprends bien, Marc, tu dis que Evans, si on l'envoie cette année, il faut qu'il passe à sa première année au balotage? Écoute, si je ne me trompe pas, je pense que ça va être à la deuxième année de ce contrat-là. Je ne sais pas s'il y en a un de vous autres qui connaît le règlement. Je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est pour ça que je te dis quand ça va rentrer à un volet. Ouais. Mais je pense que c'est la deuxième. Moi, c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est la deuxième. Oui, exact. Mais bref, écoute, c'est surtout le fait de dire comment est-ce qu'on gère son contrat. Et on va se le dire, avec de grosses négociations qui s'en viennent, là, il prend toute une option en restant en bas d'1 million. Là. Il devient une excellente option dans 2 ans. N'oubliez pas, là, parce que tous les autres contrats vont être à négocier. Alors là, à un moment donné, là, il va falloir que sur ta quatrième ligne, tu ne pourras pas avoir de vétérans qui font 2,5 en fin de carrière. Là. Il va falloir que tu aies des jeunes qui sont en bas d'1 million parce que le Canadien va manquer d'espace tantôt, même s'il y en a aujourd'hui. Oui, c'est clair. Quand tout le monde va augmenter, c'est un bon mot. Ben oui. Exact. All right, mon Marc. Congé. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse aller. Tu peux me flusher, Martin. Salut, Bruno. Bonne chance. Elles ne sont pas faciles aujourd'hui. Ciao, Valérie. Toi, mon Bruno, comment tu trouves la finale jusqu'à présent? Je sais que tu veux nous parler de l'importance de la brigade défensive. On en a parlé un peu avec Marc tantôt, mais ton appréciation de ces 2 premiers matchs-là de la finale Dallas-Tampa? Bien, j'adore jusqu'à maintenant. Le hockey qui a été offert depuis le début des séries, à mes yeux, est exceptionnel dans ces conditions-là.
Ça a tellement été intéressant. Puis là, c'est une finale. Marc le mentionnait plus tôt, c'est deux styles complètement différents. Mais c'est très intéressant à regarder jouer, le talent qu'il a là, l'engagement de ces deux équipes-là, les histoires qui poussent de partout dans ces séries finales-là. C'est super intéressant. J'ai bien hâte au match de ce soir pour le troisième match, le match pivot, le match tellement important là, qu'on le parle avec les années passées au niveau des statistiques, mais c'est une finale que je trouve exceptionnelle jusqu'à maintenant. Puis j'ai l'impression que ça en va être une longue. C'est avec Bruno avant le show, Yannick, que je parlais. Puis, tu sais, Bruno, j'en ai parlé un peu avec Marc, comme un peu volé notre sujet qu'on avait jasé avant le show. Mais à quel point la défensive des Stars est sous-estimée et à quel point, tu sais, je faisais des parallèles en disant que les Canadiens allaient chercher Edmondson, vont juste se chercher quelqu'un qui ne demande qu'à se faire repousser dans l'alignement pour avoir un Edmondson à 5-6. Il faut que Romanov monte top 3 le plus rapidement possible pour repousser ces gars-là. C'est ça que tu as besoin pour aller loin en série. C'est ce qu'on a présentement avec Tampa et Dallas. Exactement. Et tu as le fait d'avoir cette profondeur-là, mais tu as le fait d'avoir des gars dans les bonnes chaises pour les bons rôles puis qui connaissent du succès. Il y a eu des moments dans la série où Luke Schenn a été très utile au Lightning de Tampa Bay, qui était un joueur de profondeur, qui a passé du temps dans les mineurs. Bogosian a été exceptionnel. Ce qu'on retrouve dans les deux équipes, c'est ces joueurs-là de profondeur qui trouvent une façon d'avoir un impact. Ça, c'est sur les épaules des joueurs de saisir ces opportunités-là. C'est souvent ce qui va faire la différence au bout de la ligne. Tu as beau avoir 6 à 8 défenseurs de calibre Ligue nationale, s'ils ne jouent pas du bon hockey au bon moment, tu ne te retrouves pas en finale, c'est certain. Mais quand on regarde ces défensives-là, quand on regarde la façon qu'ils sont capables de bouger la rondelle et d'aider au niveau offensif, qu'ils sont capables de défendre avec leur mobilité, c'est ce qui fait une grande différence. J'ai trouvé les défenseurs des Stars de Dallas qui ont été exceptionnels. Vous avez parlé un peu plus tôt d'Oleksiak qui connaît de superbes séries. Il y a plus de buts en séries éliminatoires qu'il y en a eu en saison régulière. Ça démontre l'espèce de révélation qu'il peut être pour son équipe. Mais quand tu regardes tout ce que Klingberg peut faire, tout ce que Escanen peut faire, même un Sekera, ce qu'il fait en désavantage numérique, il y a des gars qui ont été capables d'avoir certains rôles à certains moments, et des vétérans, et c'est apprécié à travers l'équipe. Combien de fois on a vu un désavantage numérique où Oleksiak ou Sekera vont bloquer des lancers, plonger, revenir au banc, puis on voit toute l'équipe debout les féliciter. Oui, c'est pas aussi exceptionnel que le coup de patin d'Escanen, puis ce qu'il va amener offensivement, mais c'est très apprécié dans l'équipe et ils le font au bon moment. Marc Bergevin a été chercher un joueur comme ça à Edmondson, et c'est ce que tu veux retrouver, cette profondeur-là, ces joueurs de rôle qui peuvent avoir du succès sur la patinoire. Mais si Edmondson se retrouve à jouer 22-23 minutes par match, puis tu t'attends de lui, ce qui t'en amène offensivement, défensivement, puis qui fait tout, bien, c'est là qu'il va t'en manquer. Et ce que tu amenais, Martin, c'est un super bon point. C'est là que tu veux laisser cette fenêtre-là pour un gars se glisser là. Tu parles de Romanov, super intéressant, ça sera lui, ça sera un autre, mais d'améliorer la qualité de ton top 4 pour ce qui est de la mobilité, de pousser la rondelle par en avant, d'être un joueur d'impact et laisser ces gars-là, même un Charrot ou un Edmondson, avoir ces rôles-là de soutien très importants qui vont permettre à ton équipe d'avancer ronde après ronde. Tout le monde a leur chaise et le calcul se fait facilement. Edmondson arrive d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley il n'y a pas longtemps à Saint-Louis, était à Saint-Louis avant d'aller en Caroline. Mais il avait un rôle un peu plus restreint là, parce qu'il y avait des gars devant lui qui bougeaient la rondelle. Tu avais des gars qui étaient spécialistes en avantage numérique. Tu avais des gars qui étaient capables de manger beaucoup de minutes. La qualité à 5 contre 5. Fait que lui pouvait être dans sa chaise, pouvait bien jouer son rôle, avoir du succès parce que la défensive autour était très solide. Tu prends ce joueur-là, puis là, tu en enlèves 2 défenseurs de qualité, puis là, tu le montes un peu plus haut. C'est peut-être pas le même jeu que tu vas avoir de sa part. J'aimerais qu'on parle un peu, parce que j'ai vu dans les sujets, tu as parlé avec Martin, mais j'ai vu dans les sujets Steven Stamkos. J'aimerais qu'on revienne au Lightning un petit peu. Martin pensait qu'il l'était pour être en uniforme dans cette finale. Il y a même dans le pool de RDS, il y a des collègues très près de l'action qui ont même sélectionné Stamkos dans leur choix pour la finale, mais finalement, il n'est pas là. On le joue ou on ne le joue pas? Tu sais, la question se pose. Là, je suis à peu près sûr que si le Lightning avait perdu le deuxième match, il serait là ce soir. Mais là, c'est 1-1, on fait quoi? Bien, c'est sûr que l'étape numéro 1, c'est son état de santé. Tu ne veux pas mettre un joueur s'il est à prêt, risque, c'est ça. surtout rendu là. Fait que s'il est prêt,
moi, j'ai aucun doute que la seconde qu'il est prêt à jouer un match, que sa condition physique est là, il va être de la formation. Surtout que sur ton 4e trio, tu as un gars comme Carter Verhaeghe, qui est un excellent patineur, mais qui n'est pas le joueur d'impact. Puis c'est Steven Stamkos là, qui veut revenir au jeu. C'est un gars qui amène une dynamique complètement différente, qui peut changer la vision de ton avantage numérique juste par sa présence. C'est un marqueur de but naturel, c'est un joueur explosif et tu as la formation pour pouvoir bien le camoufler, pour pouvoir le placer dans une situation pour avoir du succès. Je pense pas qu'il va revenir et commencer la première présence sur le premier trio puis jouer un match sur le premier trio en commençant. Mais il y a différentes situations dans un match où tu peux l'insérer. Fait que je ne serais pas surpris si sa condition est là, qu'il revienne au jeu. Puis ça fait un boost. Un gars que ça fait de plusieurs mois, longtemps, ça fait quasi 6 mois qu'il a arrêté, qui n'a pas joué un match et qui a vécu, lui, la finale de la Coupe Stanley quand ils ont perdu contre Chicago. D'amener ça, les gars, ça passe pas aux 2 ans là, d'être en finale de la Coupe, de savourer ce moment-là. De toute façon, Bruno, je pense que ça peut être un il ne pourra pas arriver et réclamer 25 minutes de temps de jeu. Tu comprends? L'inquiétude, là, c'est Stamkos. Selon moi, les Lightning sont là où ils sont parce que Stamkos est blessé. Il aurait pris du temps de jeu de qualité à Brandon Point, qui pour moi est un meilleur joueur que lui. Mais là, quand il va revenir, s'il revient, parce que vous l'avez 10 minutes, John Cooper a dit qu'il se rapproche. C'est une menace, c'est un gars qui fait réfléchir l'autre équipe quand il sera sur la glace, mais il se rapproche. Fait qu'il n'a pas voulu confirmer s'il va être là à soir ou non. Mais il ne pourra pas arriver, même s'il s'appelle Steven Stamkos, puis réclamer un temps de jeu épouvantable. Ça, j'en suis certain. Puis je pense pas qu'ils veulent avoir ce temps de jeu-là. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué un match. Et il va se concentrer sur sa première présence. C'est un gars qui c'est pas son aspect préféré, mais c'est un gars explosif. C'est quand même un grand gabarit. Fait qu'il va garder les choses simples. Il va vouloir s'imposer physiquement. Et j'écoutais Mike Rupp. Mike Rupp a parlé de ça, puis je crois que c'était dans sa finale, lui, quand il était avec Anaheim. Mais il a été blessé pendant un bon moment, où il a été hors de la formation pendant longtemps. Puis il est arrivé juste comme ça au début de la finale. Il y a l'aspect que les gars qui sont là présentement, là, ils ont tous des bobos, sont tous maganés, sont tous en bas de 80% de leur capacité, puis ça continue à rouler. Tu as un gars qui s'entraîne, qui se prépare, qui va arriver frais. Oui, il y a un élément cohésion, il y a un élément rythme du jeu, etc. Mais cette espèce d'énergie, de fraîcheur-là, ça peut être contagieux de un, puis ça peut être un avantage pour lui. Fait que je ne dis pas qu'il va déjouer tout le monde, mais de garder les choses simples, puis lui, de faire des présences à très haute intensité, il peut devenir tannant, puis il peut avoir un impact d'une autre façon, juste avec cette espèce d'énergie-là, de fraîcheur qui arrive, lui, qui n'a pas bloqué de lancer, qui n'a pas reçu de cross-check, qui ne s'est pas fait frapper pendant tous ces matchs de série-là. Ça peut lui donner un avantage, puis c'est une énergie que tu as besoin. Ça fait 2 mois qu'il est dans la bulle, lui, qui n'a pas joué un match. Je dois pas avoir hâte d'en jouer un. Hein? Ça doit être épouvantable. C'est sûr qu'il est affamé. Ah oui, il doit être tanné de jouer au PlayStation. Exact. Ça, c'est certain que lui, il va embarquer dans l'action, mais on le voyait prendre des lancers sur réception. C'est un élément de son jeu. C'est une dynamique complètement nouvelle que tu amènes à l'avantage numérique. Ils ont échangé. Il y a eu Killorn, là, il y a eu Palat, il y a eu Sergachev. Là, je parle à l'opposé de Kucherov sur l'avantage numérique au haut des cercles. Là, lui, il revient. C'est sûr que tu vas l'essayer. Là, l'avantage numérique, oui, au dernier match, ça a été mieux, mais après les 2 buts, ça a été très difficile pour eux autres. C'est un élément que tu amènes, tu le plantes là, et dans le fond, il s'est exercé à recevoir des rondelles. Tu le places là, puis là, tu as Edmund Kucherov qui le regarde. C'est une option, puis comme défenseur, tu n'as pas le choix de le respecter. Que son timing soit off, qu'il manque ses 2 premiers parce qu'il whiff dans le bar, c'est pas grave. Faut que tu le respectes. Qu'est-ce que ça l'ouvre, ça? Ça l'ouvre Brayden Point. Fait que juste le fait qu'il soit sur la patinoire, que tu vois son Stamkos sur la glace, tu vas être une minute, il y a une hésitation, il y a une réflexion à faire pour les Stars. Puis son timing, il va leur pogner, ça ne sera pas bien long. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait 2-3 qui glissent là, puis qu'elle parte, puis qu'elle passe par-dessus l'épaule de Khudobin du côté rapproché, parce que c'est un talent qu'il a. OK. La prochaine question était pour Bruno puis moi, mais je pense que c'est Yannick qui a la réponse. Donc, Pat t'a demandé, je répète la question parce que Bruno est là. Est-ce que tu peux me confirmer si cette année, vous allez faire le spécial show Draft 2020? Désolé, je suis hors propos, mais je voulais savoir. Alors, Bruno, toi, tu le sais-tu? Ben, moi, je ne le sais pas, mais je le désire, je le souhaite. Moi aussi, je le désire, mais je ne sais pas, Yann. Ben oui, je vous le confirme, on va être là. D'ailleurs, dans la semaine du repêchage... Mais là, Yann, tu vas venir vivre ça avec nous autres?
Ben oui, ça va être le fun. Parce que là, le soir du draft, on est là à partir de 19h jusqu'au choix du Canadien. Donc, on va être au moins là jusqu'à 21h, 2h à peu près. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent, mais on chiffre tout le temps plus que ça, Yann. Ouais, peut-être. Mais l'année passée, Martin, tu l'as aimé quand il a été drafté, là. Mais là, cette année, il va en avoir de l'allemand. Ça se fait qu'il n'aille de l'allemand en première ronde. Hey, juste dire aux gens qu'à cette semaine-là, là, le lundi, on est là de midi à 13h. Mardi, on est là en soirée, 19h. Mercredi, on va suivre la deuxième ronde à compter de 11h30 jusqu'à peu près 13h. Jeudi, on est comme à l'habitude sur l'heure du midi. Et vendredi, Martin et moi, on va revenir à 18h pour un petit 30 minutes spécial pour commenter la journée des joueurs autonomes et la conférence de presse. Donc, on va être une semaine complète assez occupée. Ah oui, c'est quand ça? Attends, je vais regarder mon calendrier, voir si je peux. Ouais, t'es-tu occupé? Eh bien, t'as pas le choix, c'est fait. C'est fait, c'est vendu. Fait qu'on va être là. Merci beaucoup, Pat, d'avoir posé la question. Puis, vu qu'on est dans l'horaire de RDS, je vais prendre 2 secondes, les gars. On m'a posé, parce qu'après ça, j'ai une question vicieuse comme dernière question. Bruno, on ne s'en va pas sur ton sujet de l'Europe. On gardera ça pour une prochaine fois. Je garde la dernière question parce qu'elle vient d'un auditeur. La question de Pascal, elle est vicieuse. Mais juste avant, parce qu'on parle de programmation, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler du show qu'on faisait maintenant à RDS, la NFL Red Zone. Vous savez, ce show-là qui existe de NFL Network en anglais. RDS a acheté les droits et on met ça sur RDS direct. Tout ce qui est sur le web de RDS, vous pouvez pogner NFL Red Zone en français. C'est pas des analyses de football pour vous analyser comment la réception de passe a été faite. C'est 2 chums, Jasmin Leroux puis moi, qui est là 7 heures de temps non-stop, pas de pause, pas de pipi, pas de manger, rien, mais toute l'action qui se passe sur un terrain de foot. Il y avait 10 games à 1 heure la semaine passée. Cette semaine, il y en a 8. Il y en a 5 à 4 heures. Puis à toute fois qu'il se passe quelque chose sur une game, on est là. Tu sors de là, puis tu sais exactement ce qui s'est passé dans tous les games. Moi, je rajoute le petit côté fantasy football. On a tout un fantasy quelque part, Bruno. Fait que si vous ne voulez pas manquer aucun toucher, rien, avoir du fun avec 2 boys qui trippent foot un peu, bien, Jasmin et moi, on vous attend dimanche à partir de 13h. Donc, NFL Red Zone en français, c'est à RDS. Maintenant. Puis ça, c'est sur le site Internet? Non, sur RDS Direct. Sur RDS Direct? RDS Direct, oui. OK, pendant les matchs. Fait que là, on vous écoute. Parce que moi, c'est un élément. Là, Martin, moi, je suis dans 2 fantasy football et cette semaine, j'ai perdu contre Max Talbot et ça fait mal. C'est long avant que je le repogne. Je suis en furie. Ce match-là, ça a été une dure défaite. Fait que je vais avoir besoin de ces affaires-là. J'ai 2 bonnes équipes solides. Je les aime bien. Mais je vais avoir besoin de vos conseils. Fait que c'est bien content d'entendre ça. Non. Hey, quand j'ai eu la gig, il fallait que je retrouve un fantasy parce que, tu sais, quand tu n'en fais pas, il fallait que je n'en refasse. Fait que nous autres, à l'interne, moi, Jasmin, puis le producteur, Jasmin Lard, on a décidé de se faire un fan duo qui appelle. Puis là, Jasmin Lard, tu sais comment c'est un fan de foot, il m'écœurait. Ah, le gros, je vais ramasser ton argent, tout ça. Puis le dernier, c'est moi qui ai ramassé le pot. Fait que c'est super le fun. Ah, ben c'est la beauté des fantasy, hein? Ah, oui, c'est ça. Écoute, la question vicieuse. Oui, vicieuse. Ouais. Pascal Brisson, parce qu'on a effleuré le sujet de Sergachev tantôt. J'ai dit que Sergachev était très bon, que c'était une super vedette à en devenir. Puis j'ai même déjà parlé sur le show, Yann, si tu te souviens, à quel point s'il y avait un offer sheet à faire cet été, en tout cas à l'entre-saison, c'est à Sergachev. Il reste 5 millions au Lightning, puis ils ont 2 défenseurs à signer, McDonough et Edmund. Après ça, il n'y a plus de défenseurs. Fait que si tu arrives avec une offre hostile, 7,5 millions, 8, eux autres, là, ils ont des décisions à prendre. Il faut qu'ils coupent 5 millions, il faut qu'ils signent encore 4 défenseurs, ça ne sera pas fait. Alors, la question vicieuse de Pascal Brisson est la suivante. Parlant de Sergachev, on jase. Aimez-vous mieux Jeff Petrie dans 3 ans, 4 ans à 7,5 millions, parce qu'on va pouvoir le renouveler après cette saison, ou Sergachev, 8 millions pendant 7 ans à 23 ans? Sans hésiter, j'adore Jeff Petrie. Je l'adore, excellent défenseur. Mais je n'hésite pas une seconde pour Sergachev. Dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait un offre hostile à Sergachev là, puis quand Petrie, son contrat sera fini, il laisse l'aller. Si tout ça fonctionne, si ça peut marcher, oui, tu es gagnant. T'es gagnant dans cette situation-là. Sergachev, la jeunesse, l'aspect offensif, je pense qu'il y a un upside, il y a un plafond offensif plus haut que celui de Petrie. Il y a un aspect robustesse
qui a un plafond plus haut que celui de Petrie. Il y a ses prises de décision qui, par moments, sont un peu plus risquées. Mais moi, je suis capable de vivre avec ça parce qu'il amène ce côté-là offensif. Y a-tu moins? Petrie, il a vécu des hauts et des bas. Il a été exceptionnel. Il a été très bon pour le Canadien. Très bon quand Weber n'était pas là. Mais c'en est un qu'il y a certains soirs, les jambes ne bougent pas. C'est plus difficile. Ah ouais, mais tu aurais les deux pour la première saison. Son plafond est plus haut. Ouais. Ah oui. Puis, by the way, jusqu'à temps que tu te rendes à 8 700 000, ça coûte un premier, un deuxième, puis un troisième. Ce que je ferais demain matin. Là, fait que, on jase. Ben, tu jases d'un très beau sujet de conversation et ça peut. Imagine la dynamique que ça pourrait amener à l'équipe. Ça vaut ces 3 choix-là sans problème. Il s'est très bien développé à Tampa Bay dans les dernières années. Son rôle est grandissant sur l'avantage numérique. Il amène beaucoup de choses à la défensive du Lightning. Tu vas le chercher encore très, très jeune. Tu vas récupérer le gars que tu as échangé, puis tu donnes un autre choix de première ronde, mais ça vaut la peine. Et le Canadien est en position pour faire ce genre de transaction-là. Puis là, tu commences à avoir une belle banque de défenseurs aussi, là, qui était un peu ta faiblesse du côté gauche. Tu as un beau mélange de jeunes, de vétérans. Sergachev est capable d'évoluer à droite. C'est quelque chose que je trouve... C'est magnifique, Martin. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas directeur gérant du Canadien. C'est pas ma question. C'est pas ma question, c'est Pascal. Ben, c'est Pascal qui devrait être GM du Canadien d'abord. Pascal, GM, go for it. Il doit sûrement Marc Bergevin penser, mais c'est pas risqué. Ben non, c'est pas risqué. Tu fais une offre hostile. Moi, ce que j'allais dire, c'est que le joueur, lui, il a toujours le choix d'accepter ou non là, cette offre hostile-là. Il peut refuser. Là. Oui, c'est entièrement. Tu refuses. Tu lances la ligne, oui. Ben, ça coûte rien, dans le fond. Tu fais là, il ne faut pas essayer de dire non. C'est ciao, bye, on passe à autre chose. Exact. Tu l'as essayé. Il va y avoir ces situations-là. Même pour le Canadien, par exemple, eux autres aussi, sachant que le plafond va rester là, eux autres aussi se doivent d'être très minutieux sur leurs décisions, ce qui s'en vient, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont être prises dans ce genre de situation-là. Et je serais. C'est genre de. Même à ce niveau-là, on parle ici là, d'un choix de 1, choix 2, choix 3, mais tu peux. Hop, on vient de perdre Bruno, je pense. Ben ouais. Il y a eu un appel. Ben, son temps, il avait fini. Avec le plafond. Ah non, il est là. Il est revenu. Tu as eu un espace, il est revenu. J'ai bugué. Hey, désolé, la gang. C'était un méchant bon point que je faisais en plus. Je le sais, en plus, c'est quoi? C'est sûrement bon. Tu devais dire quelque chose de genre, ça va être tough de sortir un contrat comme celui de Johnson parce que tout le monde sait qu'il y a un plafond fixe pour les prochaines années. Donc, ça va être tough de dire, je vais sortir tel contrat pour faire rentrer celui de Sergachev. Bruno, avant qu'on se laisse, dans ton ordi, j'aimerais ça voir ton bureau. Non, mais mon ordi, moi, il est cloué sur mon bureau. Il fait laptop, je l'ai vu. Tourne-le. Non, je te le dis, moi, je l'ai cloué pour être certain qu'il ne bouge pas pendant qu'on vous parle. Tourne-le, Bruno. Il est pris, je te dis, gars. Ah ouais, montre-moi le bordel, l'autre bord, là. Non, je te dis, j'aimerais bien ça. Il est pris. Non, c'est tout propre, c'est beau, ça, gars. C'est carrément. Ah ouais, c'est correct. C'est ça le télétravail. Salut, Bruno. Ah ouais. Salut, la gang. Bye. Salut. Belle fun. Hey, je sais qu'il y a des gens, pendant que David va s'installer, je sais qu'il y a des gens qui ont réécrit là, sur le rds.ca qui reposaient la question. Hey, j'ai pas compris, êtes-vous là? C'est la semaine prochaine? Non. C'est la semaine du repêchage, donc la semaine du 5 octobre, qu'on va être là toute la semaine. Je vous le rappelle, le 5 octobre, entre midi et 13h. Le 6, ça, c'est la journée du repêchage en soirée dès 19h. Le 7, pour la deuxième ronde, dès 11h30 jusqu'à peu près 13h. Le 8, jeudi, comme à l'habitude, sur l'heure du midi. Et le 9, à 18h, pour analyser le premier bloc de 6 heures de signature des agents libres. On va être là, Martin et moi, une petite demi-heure, faire un petit retour là-dessus, suite à la conférence de Marc Bergevin pour discuter et analyser ce que le Canadien fera ou fera pas lors de cette journée des joueurs autonomes. Je pense que notre invité... Ben oui, il y a Gaétan qui écrit. On entend une drôle de voix en même temps que Bruno. C'est pas une drôle de voix, c'est David Perron qu'on attendait faire son test de son. C'est ça, il est là. Salut, David! Ah, on ne l'entend pas, par exemple. 30 secondes. Pourquoi on ne t'entend pas? Check down voir si ton micro, l'icône est allumée ou pas. Je vous entends, moi, pourtant. Ah, ben là, on t'entend. T'es revenu, mon cher ami. Nous autres, ouais, je suis good.
Tout est beau. OK, c'est bon, parfait. Ben, ça va? Ah, ça va super bien. Regarde, la routine, je suis revenu à Saint-Louis. Mon gars, il a commencé l'école en maternelle. Donc, habituellement, je serais resté, lors d'une off-season, je serais resté à Magog au Québec. L'endroit que j'adore, ma famille vient de là, mes amis, mais la situation de la famille, là, c'est différent, évidemment, avec Mason qui commence l'école. Ça va super bien. Puis moi, ben, j'ai une couple de petits bobos à prendre soin, donc je suis un peu là-dedans. Ça fait une semaine, là, dans le fond, j'ai une opération hernie sportive, donc juste en rehab de ça présentement, je vais à l'aréna pas mal à tous les jours, je prends soin de ça. Puis c'est pas si long que ça comme recovery, donc je suis déjà en train de marcher quand même pas pire. Puis la semaine passée, je vous ai écouté, j'étais un petit peu gommé, mais à part de ça, tout va bien. Ouais, il était dans la douleur, il était gommé solide. Ouais. C'était mieux qu'on lui parle pas, c'est sûr qu'en sortant, là. Ouais, c'est ça, en sortant, là, ça fait mal, ça faisait une journée seulement. Puis honnêtement, je suis vraiment surpris, ça a super bien été. Première opération pour moi, donc j'étais super nerveux là, de te faire endormir, etc. Comment ça va marcher. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, je me suis réveillé, puis même en sortant cette opération-là, sans dire que je pouvais marcher, mais je me suis levé de mon lit, j'ai embarqué dans une chaise roulante, m'en allé à l'auto, puis après ça, je me suis levé, j'étais dans mon auto. Donc, c'était quand même intéressant de savoir que ça ne te magane pas au point que tu peux pas bouger, exemple, ton genou pendant des semaines, des mois, etc. Moi, je suis niaiseux, là, mais je t'allais texter tantôt. Une hernie sportive, quand tu te fais opérer, ils sont allés jouer où? Ouais, dans les abdominaux, dans le fond, là. Pas loin de l'aine, là, pas loin de tout cet endroit-là. Donc. Fait qu'ils viennent-tu te couper ici? Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, Martin, puis un peu plus proche du centre. Ouais, un petit peu plus proche. Donc. Moi aussi, j'ai arrêté nerveux. Non, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est ça. C'est sûr que. Tu veux qu'il coupe la bonne affaire. C'est quand même spécial, mais honnêtement, les gens, les docteurs, etc., ils ont été exceptionnels. Du début jusqu'à la fin. Et puis, comme je l'ai mentionné, là, j'avais beaucoup d'anxiété avant, l'heure avant de tout le processus. Puis, ils ont vraiment bien pris soin de moi. Tu sais, on oublie ça des fois, puis c'est vrai, hein? Tu sais, nous autres, on a tendance là, à l'extérieur, les athlètes, vous êtes des machines, vous êtes en forme, mais c'est intéressant ce que tu nous racontes, David. Tu sais, vous vivez les mêmes anxiétés que tout le monde. Là. Tu sais, le même matin, j'ai une opération à subir, moi aussi, là, je dormirai pas, puis je vais être sénaf, puis je vais être nerveux. C'est la même chose, vous aussi. Même si vous avez des équipes incroyables qui vous entourent, ça, c'est la chance que vous avez pour le suivi après, post-opératoire, que peut-être nous, les communs de mortels, on a moins. On l'a, mais avec nos médecins de famille. Mais vous autres, avec l'équipe, le fait d'être à Saint-Louis, ça, j'imagine, ça rassure aussi. Là. Ah, c'est un gros point positif. Je pense pas d'avoir réussi à faire la même opération ailleurs ou même au Québec, etc. Donc, j'étais super content. J'avais justement un de nos docteurs qui s'occupe de notre équipe. C'est un des meilleurs en Amérique du Nord pour cette opération-là. Donc, j'ai pas eu à voyager dans une autre ville. Ça m'a amené beaucoup de confort de ce côté-là. Puis effectivement, regarde, on passe dans le même processus que tout le monde. J'étais dans une salle d'attente avec monsieur, madame, tout le monde. J'entendais des situations pas trop drôles autour de moi. Première personne que je vois en rentrant, il y a une patch par-dessus son œil. Moi, c'est à cause c'est spécial. J'ai 32 ans, je me considère en super bonne forme. Puis tu voyais d'autres gens qui étaient pas mal plus maganés. Donc, c'était vraiment spécial comme situation, mais encore une fois, ça a bien été. Je suis content de. Là, on est juste une semaine, un petit peu plus qu'une semaine, là, je pense 8 jours de l'opération. Je suis déjà à retourner sur le tapis roulant tranquillement, pas vite, à marcher, faire certains exercices, commencer à restabiliser tout l'endroit. Donc, ça s'en va vers l'avant. Puis justement, c'est un addon avec mon petit gars qui a commencé l'école. Il était pendant une semaine qu'on l'amenait à l'école, ça allait pas super bien le drop-off. Mais là, maintenant, ça va super bien. Il sort par lui-même. Même, ils ont un masque à 5 ans. Donc, c'est pas évident de ce côté-là pour les enfants. Je pense pas qu'ils comprennent tout ça. Mais en même temps, de son côté, je pense que c'est important pour nous qu'il y ait une certaine structure parce que toute sa vie jusqu'à date, il a quand même été avec nous à la maison, avec sa mère, tout ça, etc. Donc, c'est important qu'il commence l'école. On avait l'option de le commencer à distance dans la même école ou en personne.
Puis honnêtement, là, malgré tout le masque, les affaires du COVID, ils aiment bien ça à date. Oui, mais tout le monde a des ajustements. Puis tu me disais l'autre fois par texte là, que tu te sentais safe là-bas. Là. Oui, vraiment. Non, honnêtement, c'est ça qui, des fois, ça me fait rire, les gens, leur opinion des États-Unis, comment ça se passe en ce moment. Mais ici, les masques, avant que les masques soient obligatoires au Québec, ça faisait longtemps qu'ils l'étaient. Au moins 2-3 semaines facile avant, je crois, au Missouri, donc, ou à Saint-Louis. Anyway, j'allais dans les épiceries, je m'en rappelle. J'étais revenu du Québec avant le camp d'entraînement pour aller à Edmonton. Puis il fallait déjà mettre un masque partout dans chaque endroit qu'on allait. Je vois beaucoup de gens même marcher dans la rue, qui est quand même spécial, t'es dehors, ils ont quand même leur masque. Donc, selon leur situation, c'est des gens plus vieux, etc. Tout le monde essaie de respecter les guidelines. Puis on voit qu'avec l'automne, avec la saison des grippes qui va peut-être redonner un autre spike, on espère de ce côté-là que ça aille bien aussi, là, même aux États-Unis. Je te ramène à tes bobos. Ouais. T'es arrivé comment? Ça t'a diminué? C'est arrivé quand? Ça t'a diminué? À quel point pendant la série? As-tu d'autres choses à soigner? Faut-tu que tu retournes sur le bistouri? On va checker ça. Ça se peut que oui pour de quoi d'autre, mais je pense qu'on va y aller pour le plus possible pour le rehab de celle-là. L'autre affaire, à un moment donné, c'est côté entraînement, côté rehab, prêt pour la prochaine saison. Là, je pense que le timing est excellent pour celle-là. Le rehab n'est pas trop long. La saison, comme Gary Bettman l'a dit, je pense que tout le monde s'attend que ça soit poussé un petit peu, même si on entend encore des dates 18 novembre, camp d'entraînement, mais tout le monde s'en regarde puis on est comme, ouais, je pense pas que ça arrive. Donc, ça arrête. J'ai aucune information autre que dans ma tête, je m'imagine que ça va être début janvier que ça va commencer le camp d'entraînement. Je trouve que ça ferait du sens. J'imagine pas qu'un camp d'entraînement anyway peut commencer autour du 20 décembre, juste avant les fêtes. Donc, j'imagine qu'il attendrait après. Pour revenir à ta question, Martin, ça faisait depuis minimum là, novembre, décembre passé que je le sentais pas mal, qu'il y avait de quoi qui se passait là. Est-ce que c'est de quoi qui était déjà comme un peu là, puis avec les 2 dernières off-season qui étaient plus courts pour moi, j'ai joué plus de hockey que la plupart des joueurs dans la ligue dans ces années-là. J'avais pas le même... même si on avait du repos, mais souvent quand tu as de l'inflammation dans des endroits de même, ça peut durer sûrement plus longtemps que juste quelques mois, quelques semaines. Donc, peut-être que je n'ai pas eu assez de récupération au courant des off-season. Puis au mois de décembre passé, l'année passée, je m'en rappelle, ça a vraiment commencé à être moins tolérable. On a eu le break de Noël, on a eu le break du All-Star Game. Honnêtement, si c'était mon 5e All-Star Game puis que c'était pas à Saint-Louis, je suis pas sûr que j'avais pris j'aurais pas pris la même décision d'aller jouer. Mais là, c'était ma première, peut-être ma seule en carrière, donc je pouvais pas manquer ça à Saint-Louis de la façon dont ma saison elle avait été. En même temps, c'était un match 3 contre 3, donc je savais que les risques n'étaient pas incroyables. Je jouais déjà des games au travers de ça, donc c'est ça. Puis là, après ça, quand je pense le 12 mars, avec le COVID, etc., pour moi, ça me donne un break incroyable parce que j'étais sur le bord de probablement devoir arrêter quelque temps. Donc, de ce côté-là, de ma situation personnelle, de certaines blessures, j'en avais d'autres. Là, j'avais la mâchoire, tu te rappelles, j'avais ça. Ah ouais, j'avais de quoi au poignet. J'avais de quoi au poignet qui est guéri. Puis, je te dis, ça marchait plus mon affaire. Je n'étais pas content. J'aurais aimé que la situation n'arrive pas, évidemment, pour toute la population. Puis même pour moi, même si j'avais besoin de faire de quoi, je l'avais fait, c'est tout. Là. Donc ça m'a comme donné un break pour l'inflammation de diminuer un peu. Essayer de vraiment resolidifier tout autour de mon corps. J'ai réussi à jouer les playoffs de même. Honnêtement, ça a bien été. J'avais un wrap aussi pendant les playoffs qui m'aidait à comme maintenir toute cette région-là. Donc, c'est ça. Puis là, après la saison, avant les playoffs, on avait comme une idée. Ouais. Tu veux dire maintenir ton centre à la place, c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais honnêtement, c'était spécial comment que ça allait aider beaucoup. On avait nos thérapeutes qui me faisaient des soins tous les jours pour vraiment rester on top of it. C'est sûr que même durant la saison, quand on avait une pratique optionnelle, même à une pratique pas optionnelle, je sortais tout de suite après la glace. D'habitude, j'étais un joueur que je vais être sur la glace forever. Là. Je vais rester 1 heure avec O'Reilly. Je vais prendre la plupart des optionnels. Souvent, je vais décider d'y aller parce que ça me tente de bouger un peu dans cette journée-là.
Même si tu vas sur la glace et tu es à 75-80%, tu sens tes mains, tu sens ton corps bouger, ça fait du bien. Là, j'avais même pas l'option, je pouvais pas y aller. Puis pendant les playoffs, même chose. Donc, on savait qu'il y avait sûrement une procédure à prendre après la saison. Puis l'imagerie, bien évidemment, l'a confirmé. Là. David, je sais que les gens veulent t'entendre sur Jake Allen puis Joel Edmondson, mais juste avant, moi, j'ai envie de t'entendre un peu sur ton expérience. Oui, c'est ça, on n'a pas parlé bien des dernières semaines, mais c'est ton expérience dans la bulle. Parce que là, bon, il y a ESPN qui a sorti un reportage, tu as sûrement vu ça, là, il y a eu des commentaires de certains joueurs, pas très élogieux. Quoi qu'il y en a eu des bons envers le Canadien, en tout cas, ça a l'air que les gars étaient bien traités à Toronto sur l'étage du Canadien. Mais toi, tu l'as vécu à Edmonton. C'est quoi ton appréciation? Comment tu as vécu ton expérience dans la bulle là-bas? Bien, first, je ne suis pas surpris du Canadien d'avoir pris soin de leurs joueurs. Là. Honnêtement, au travail de la Ligue, il y a quand même une différence entre certaines organisations. Puis, il y a une 10, 12, 15 organisations que leur budget, même lors d'une pandémie, va quand même rester très solide. Oui, ils vont faire des coupures à droite, à gauche, mais quand c'est question de prendre soin de leurs joueurs pour certains détails comme ça, ils vont tout le temps aller above and beyond. Je me rappelle quand j'étais à Pittsburgh, même si c'est un plus petit marché, mais le fait d'avoir Mario Lemieux qui sait comment que ça marche, qui a beaucoup de support de Crosby, ça rapporte beaucoup de Crosby, Malkin, Le Temps, etc. C'était first class, les repas, c'était, je veux dire, tu sortais de la pratique, là, c'était des repas de Noël, de Thanksgiving, ça n'avait pas de bon sens, des pièces de viande qu'on avait là. Donc, j'imagine qu'à Montréal, c'est très, très similaire. J'ai aussi beaucoup de commentaires d'un de mes amis, Chuck Hughes, le chef, qui a des restaurants à Montréal, Garde-Manger, le Bremner, je sais qu'il fait de la nourriture pour le Canadien souvent après les pratiques. Donc, je sais que ça va être de très haute qualité. C'est justement, ses parents sont voisins avec moi à Magog au lac. Donc, on a une très bonne connexion de même. C'est un super bon gars. Donc, je ne suis pas surpris du Canadien de ce côté-là. Pour l'article d'ESPN, ben, tu sais, il y a beaucoup de vrai, puis il y a sûrement des affaires que c'était pré-exagéré, du sens que tu dis une quote, puis là, tout le monde part avec ça, puis tu peux la faire paraître un peu plus pire que tu sais. C'est quand même vrai qu'on s'est fait vendre certaines choses, comme le fly fishing, puis que c'est pas arrivé. Puis en voulant dire, pour moi, personnellement, j'aime bien la pêche, mais j'ai pas besoin d'aller fly fishing là. Autre que c'est vrai qu'on s'est fait dire ça, on s'est fait dire qu'on aurait un terrain de golf. Terrain de golf, c'était extrêmement compliqué. On s'était dit qu'on allait avoir des espaces verts, comme le terrain des Eskimos d'Edmonton. Pour nous, notre équipe, on a été sortis en première ronde, mais on était quand même là, autour d'un mois, on a eu 0 opportunité d'aller là. Ça, c'est des choses quand même spéciales. Tu sais, je veux pas non plus paraître que c'était la fin du monde, mais c'est sûr que les gars, en ce moment, ça doit être un petit peu plus difficile. C'est de même que je l'ai vécu. Là, je trouve que moi, celle-là qui me déçoit le plus de la Ligue nationale, c'est la situation des familles. On a voté sur une situation où on s'est fait dire que nos familles étaient locked in, qu'ils pouvaient rentrer après la deuxième ronde. Puis là, ils arrivent, puis ils sortent la carte, le gouvernement dit que non. Ouais, mais là, c'était lock-in, supposément. Donc, c'est vraiment décevant de ce côté-là. Quand c'est lock-in, c'est à cause que les conversations, ils ont déjà été faites. Puis vous nous avez dit oui, donc le gouvernement approuvait aussi à ce moment-là, supposément, mais c'était pas vrai. Donc, tu sais, c'est plate se sentir un peu... je peux pas imaginer un gars qui a jamais gagné la coupe puis qu'il gagne... Oui, tu vois, avec tes coéquipiers, au bout de la ligne, c'est ça qui compte, mais tu sais, c'est aussi tes parents. Ta famille n'est pas là, etc. C'est ça. Ça, je trouve ça vraiment... C'est l'affaire que j'étais un peu le plus déçu. Donc tu sais, on peut chialer sur bien des affaires. C'était pas parfait, mais en même temps, il y a eu beaucoup de positifs. Il y a eu du hockey pour les gens à regarder, pour les médias à parler, etc. Donc, puis il n'y a eu aucun cas, complètement eu mon expérience. À l'intérieur de la bulle. Il n'y a pas eu de cas de COVID dans l'intérieur de la bulle. Mais ça, je ne suis pas surpris pour vrai. Ça aurait pu être dans n'importe quelle ville en Amérique du Nord. Tu es dans une bulle. Ça va changer quoi, le monde? J'ai vu un tweet la semaine passée, puis je shakais ma tête. Là. Je pense, en fait, c'est un média québécois, il me semble, là, qui disait quelle belle décision de la Ligue nationale d'être au Canada. Ça change quoi que tu sois dans une bulle à... Je veux dire, ça change quoi, Martin? On pourrait être à Las Vegas où au bout de la ligne, là, la bulle était vraiment à tête. Donc, ça changeait quoi? Puis c'est vrai, les gens qui vous servent, je présume, les hôteliers, les serveurs, les serveuses, les gens qui sont dans la bulle pour travailler, en guillemets, pour vous, sont moins à risque à Edmonton que si on avait été à Miami, mettons.
Ben, dans le moment qu'on était là, nous, il y a eu un petit spike à Edmonton, là, ça a l'air des gens. Ben, à Miami, la NBA, ont-tu eu gros des cas? Non. Non, il n'y en a pas eu énormément. Non. Ben, regarde, on vient de répondre à la question. Tu sais, que je veux dire. Ouais, Ce que je veux dire, c'est qu'on entend qu'est-ce qu'on voit à la télévision, puis souvent, c'est pas tout. En tout cas, regarde, c'est un peu exagéré, je pense, pour essayer de prouver certains points politiques, surtout en année d'élection aux États-Unis. Là. Mais moi, je crois, honnêtement, les gens, les serveurs, tout le monde était testé à tous les jours. Là-bas, oui, ils n'étaient pas tous à l'intérieur de la bulle. Il y avait un risque de ce côté-là. Mais tu sais, ça fait 2 semaines que tu es là, tout le monde est négatif. On ne pouvait pas se servir notre propre café. C'est le gars qui est à l'extérieur de la bulle qui nous servait le café, qui nous servait notre nourriture. On ne pouvait même pas aller en arrière et prendre nos propres affaires parce que c'était comme le règlement de la province d'Alberta. Donc, OK, on n'a pas le choix de suivre les règles, c'était correct. Puis on disait au serveur, je vais prendre des patates, je vais prendre ça, chaque repas. Je vais te prendre un café avec une crème dedans, tout, là. Donc, oui, tu sais, il y a différentes situations partout. Peut-être qu'à Vegas, il y aurait eu un peu plus de problèmes, mais moi, je crois que non. Puis en fait, comme je viens de le dire, là, ça fait 2 semaines, 3 semaines, tu as eu des tests, tout le monde est négatif, je peux-tu prendre ma propre nourriture, tu sais, de la quantité, etc. Des fois, on est piqué sur certaines affaires. Non, comment ça s'est passé à l'intérieur? Comment t'as occupé tes journées? Combien de fois on t'a planté le Q-tip jusque dans le cerveau, à travers ton nez? Comment ça marche? Ben, il y avait 2 tests. Là. Il y avait le test comme la gorge, puis il y avait le test pour le nez. Puis le test pour le nez, c'était pas le même qu'on avait fait avant le camp d'entraînement. Avant d'arriver à Edmonton, qui était le vrai test là, profond dans le nez à tous les jours. C'était un petit peu moins agressif. C'était un peu plaisant de ce côté-là comparé à ce qu'on avait vécu avant. Mais malgré qu'on avait une super bonne infirmière, on était habitué d'être avec elle, puis c'était simple, c'était assez quick. Donc, à un moment donné, tu t'habitues que la personne, elle s'habitue à nous autres. Puis, honnêtement, là, de ce côté-là, je trouve que la Ligue a fait un très bon travail. Il n'y avait aucune attente dans les lignes de test. Arrivé là, ça prenait 1 minute pour y aller en allant à ta game. Tu ne te sentais pas que ça changeait ta routine. Là, ça prenait vraiment pas beaucoup de temps. Pour occuper mes journées, regarde... c'est vrai, l'article d'ESPN, quand il y a un joueur qui a dit, puis moi, je n'étais pas dans ces joueurs-là qui ont parlé, mais là, il y a un gars qui a dit on était content d'aller à l'aréna de pratique qui était à 30 minutes du downtown parce que ça te faisait voir comme la ville. Moi, j'ai joué à Edmonton, fait que je voyais comme certaines affaires que je me rappelle aussi quand j'étais là. Donc, c'est vrai, moi aussi, bizarrement, je trouvais ça le fun de prendre l'autobus pour 30 minutes, sortir de la bulle en tant que telle pour arriver à une autre bulle. Souhaitais quasiment pogner du trafic pour que ça soit plus long. Oh, sérieux, ça me dérangeait même pas, honnêtement, de comment notre ride était. Donc, de ce côté-là, souvent, quand on avait une pratique, on revenait vers 1h, 2h l'après-midi. Donc, ça passait la moitié de la journée de là. Les gars, tu sais, soit tu joues aux jeux vidéo un peu, peu importe, souvent, tu as des appels à faire avec la famille, FaceTime. L'heure du souper, tu allais souper un des restaurants qui était disponible. Maintenant, je sais que la bulle est rendue plus petite. Il y a juste un restaurant disponible ou 2. Au début, il y en avait un autre un petit peu plus loin. Donc, c'est ça. Puis le soir, il y avait pas mal de matchs à la télévision dans ce temps-là. Les autres sports commençaient à recommencer. Donc, c'était intéressant de ce côté-là pour nous de pouvoir avoir du golf, la NBA, etc., quand on n'avait rien d'autre à faire. Là. Moi, je me serais parti à un tournoi de Madden, quelque chose. C'est la PlayStation. Ouais, ben c'est ça. Ben, les gars jouent à Call of Duty, Fortnite. Ce qui est intéressant, t'es dans ta chambre, t'es sur Internet, tu joues avec les gars de ton équipe, tu parles. Moi, j'aime ça, après les matchs. Souvent, t'as des situations que tu veux parler. Je peux pas croire l'arbitre a callé ça. Je peux pas croire le but, telle affaire, on a fait telle erreur. J'ai juste un mauvais mot en anglais à dire, là, mais tu parles de la game, le positif et le négatif. Pendant 2-3 heures, ça te permet de te relaxer. C'est quoi tu voulais dire? Toute la bullshit après la game, c'est ça? Et voilà. Ça passe. T'aurais pu y aller. Un podcast français, tu peux le dire, mais si c'est en anglais, tu peux pas, j'imagine. Tu peux pas, non, c'est ça. Mais là, on est en français, t'es correct. Le temps file extrêmement rapidement. Faut t'entendre sur Jake Allen puis Joel Edmondson. Ouais. Évidemment, là, c'est les 2 gars qui font le plus jaser à Montréal depuis 2 semaines. Vas-y, on veut t'entendre. Tu as joué avec les 2 à Saint-Louis. Parle-nous de ces 2 gars. Avec raison, c'est 2 excellents coéquipiers en partant. Aucun négatif à dire de ce côté-là. Puis, tu sais,
je sais que les gens vont peut-être se dire, honnêtement, il ne dirait pas grand-chose même s'il y en avait, mais Eddie, j'ai eu énormément de plaisir avec lui. C'est un bon jeune qui a beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va être excellent pour l'équipe. Je le sais que Chariot a fait un très bon travail avec Weber, mais moi, tu sais pas dans une saison victoire, défaite, etc., comment que ça va. Je le verrai aussi avec Weber, je le vois autant avec Petrie. À Saint-Louis, je l'ai parlé avec Martin, il a joué beaucoup de temps avec Pietrangelo dans les 2 dernières années qu'il était là. Pietrangelo, il a juste dit du positif de lui, il a tout le temps aimé ça jouer avec lui. C'est un gars physique avec un très bon lancer. Puis, tu sais, quand il garde la game simple, là, je pense que si tu joues avec Weber, si tu joues avec Petrie, c'est un peu la même mentalité d'être bon défensivement, d'amener de l'attaque à l'équipe aussi. Donc, un gars comme Weber, tu sais, je le vois qu'il a amené Chariot à un autre niveau. Je pense que si Edmondson jouait avec lui certains matchs, ça va faire le même principe. Je pense pas que les gens s'attendaient d'un niveau de jeu aussi élevé de l'autre défenseur. Donc, je vois la même chose pour Edmondson. L'autre affaire pour les deux, c'est que ne veut pas d'amener des gagnants, des gars qui ont vécu comme l'expérience. Ça amène un certain calme dans la chambre à des moments que d'autres joueurs peuvent peut-être se demander la guidance de l'équipe où on s'en va. Avec l'équipe du Canadien, la belle prestation quand même qu'ils ont eu à Toronto. Évidemment, là, le négatif a viré beaucoup au positif. Kotkaniemi, Suzuki, les gars qui ont très bien joué. Donc, c'est le fun à voir, c'est le fun pour les partisans, c'est le fun pour vous autres d'avoir beaucoup de positifs à parler aussi pour l'équipe. Puis je pense que ces gars-là vont juste aider à amener plus de traction à ce mouvement-là. Jake Allen, ben là, ça fait des années que j'entends parler. Là, qu'est-ce que je dis par rapport à Price? Je ne suis pas sûr, mais j'entends parler que tout le monde veut qu'il joue moins pendant la saison, puis ça n'arrive jamais. Donc là, tu as le gars vraiment pour aller jouer 30 matchs en Jake Allen, sûr et certain qu'il a été dans un rôle numéro 1, qui était dans un rôle numéro 2 clair avec Binnington, plus pendant les playoffs l'année passée. Puis, tu sais, un gars, un A, un B, selon si notre calendrier qui va être très condensé, ben tu vas avoir gros des back-to-back, tu n'auras pas le choix de faire jouer les 2 gardiens. Un autre excellent coéquipier qui travaille extrêmement fort. J'ai fait tous les warm-up avec lui dans les 2 dernières années avant les pratiques. Je le voyais travailler. Il n'a jamais chialé, jamais dit rien de négatif pour sa situation. Il sait exactement ça va être quoi sa situation en arrière de Carey. Puis, tu sais, j'ai envoyé une couple de messages à Stéphane Waite, étant donné qu'il est de Sherbrooke, puis je pense qu'ils sont bien excités. Jake est vraiment excité d'aller à Montréal. Tu sais, il vient de Nouveau-Brunswick, donc beaucoup de partisans du Canadien là aussi. Je pense que Jake aussi va surprendre beaucoup de monde avec ses performances. Puis, tu sais, Yann, juste en perspective, là, je ne sais pas c'est quelle année, là, mais je parlais avec David, puis en ondes, puis en dehors des ondes. Puis, tu sais, je disais à David, mettons, voyons donc, vous avez perdu, vous avez donné 14 shots à prix, puis si c'était pas Jake Allen, puis David, en ondes et en dehors des ondes, a toujours défendu Jake Allen. Tu n'as jamais dit que c'était de sa faute ce qui se passait, c'était toujours circonstanciel. Ouais. Explique pour ça, puis adhères-tu à la théorie de Marc Denis? Marc Denis, il dit, à chaque fois que c'était pas lui qui avait la pôle, il était excellent comme deuxième gardien de but quand il jouait 30-35 matchs. Il n'y avait pas cette pression-là, puis il livrait toujours la marchandise. Adhères-tu à ça? Ben là, regarde, c'est sûr que si tu donnes à Jake l'option de jouer 60 matchs ou d'en jouer 30, il va probablement choisir 60. Là. 60. Tout le monde a la confiance à l'intérieur de soi-même qui peuvent se prouver. Puis peu importe qui va douter de toi, tu dis tout le temps, donnez-moi une autre chance, je vais le prouver. Je pense que ça m'est arrivé dans ma propre carrière aussi, là, avec les hauts et les bas que j'ai eu dans certains moments. Regarde, moi, je crois que Jake, lui, selon la situation, va s'adapter. Puis si c'est 25 matchs, c'est 25 matchs. Je pense qu'il a joué autour de... Je ne sais pas combien de matchs il a joué pour nous cette année, mais il était incroyable, même en play-off. Puis tu as raison, Martin. Je suis un grand... Tu sais, je suis un big fan de Jake, là. La raison, c'est que j'ai vu son attitude dans tout comment il a vécu les choses. Puis accorder 14 lancers au filet, des fois, c'est pas plus facile pour un gardien de but que d'accorder 30 de l'extérieur. C'est de quoi je pense que toi, Martin, en tant que gardien de but, tu choisirais 30 de l'extérieur parce que ça te donne confiance. Tu vois les chiffres au tableau. 12 lancés, je n'ai accordé 0. 18 lancés, je n'ai accordé 0. Mais quand tu es à un lancé, 1 but, 4 lancés, ça te joue dans la tête, c'est ça, en tant que gardien. Les Blues, on est une équipe, habituellement, à part cette année, qui a eu de la misère un peu plus en play-off, qui n'accorde pas beaucoup de lancers. Donc, ça met aussi une certaine pression. Oui, tu n'as peut-être pas autant de chances de marquer que d'autres équipes, mais ça te met une pression en tant que gardien de but. OK, là, j'ai besoin de mes 12 lancers en partant en game pour comme
sentir de la confiance, pogner de l'attraction dans le game, se sentir confortable. Puis souvent, tu vas finir des soirées là, que quand je jouais, qu'il y avait Brian Elliott, Jake Allen comme goaler, les gars, des blanchissages de 14 arrêts, 15 arrêts. Je suis certain que c'était pas tout le temps facile pour eux autres, ces soirées-là. Yannick l'a dit, le temps presse, là. Mais le sujet hot de ce temps-là, c'est Alex Pietrangelo. Moi, j'ai beau tweeter, capotez pas, il va rester à Saint-Louis. Je sais que tout le monde pense qu'il est devenu le free agent le plus populaire. Je suis convaincu qu'il va rester à Saint-Louis. Pietrangelo, les négociations ont l'air difficiles. Saint-Louis, on a parlé d'un cap-it assez bas de 7 points quelque chose, 7,5 je pense. De l'extérieur, comment tu vois ça, le capitaine? On va voir la situation. Je me suis entraîné avec lui un matin. Donc, c'est un de mes bons chums dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, moi c'est un gars que je respecte vraiment la situation. Puis peu importe ce qu'il va choisir en tant que coéquipier, en tant qu'ami, peu importe quand tu peux le voir, même si c'est un joueur d'une autre équipe, la situation est rendue ce qu'elle est rendue. Donc, ça peut virer de plein de façons. Ça se peut, je pense que c'est assez médiatisé, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je ne sais même pas si tout est vrai. Je sais certaines choses aussi qu'il n'est pas dans les médias, puis ça, je vais le garder pour moi parce que je respecte trop Alex et la situation pour ça. Je sais que son cœur est à Saint-Louis, mais je sais aussi qu'il essaie de comprendre qu'il y a une possibilité aussi que ça soit ailleurs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont cogner à sa porte et lui donner tout ce qu'il va avoir. Donc, c'est-tu juste une question d'argent? Moi, de l'extérieur, j'ai envie de dire, tu sais, s'il se fait offrir 7,5, y a-t-il une question de respect aussi de dire, regarde, moi, je me classe à peu près là au niveau des défenseurs de la Ligue, je viens de gagner la Coupe. Tu sais, le gars, entre guillemets, puis là, on met des gants blancs jusqu'ici, il n'y a pas personne qui se fait insulter à se faire offrir 5 millions par année, puis encore moins 7, là, mais y a-t-il une question de fierté également de se faire offrir le bon montant? Ou c'est juste du cash? Ça, sans le savoir, je vais te parler de moi si je me voyais dans cette situation, puis en fait, je le sais sans le savoir, la réponse est oui. Tu veux te sentir respecté, tu veux avoir... la raison, là, c'est, comme tu l'as dit, le chiffre, une fois qu'il est rendu à un certain niveau, avec l'argent déjà qu'il a fait Alex dans sa carrière, ça ne change plus grand-chose pour de vrai, il va être correct à vie. Okay? Là, on est capable de se dire entre personnes. D'après moi, il est correct. Le reste, c'est un autre niveau, exactement. C'est un autre niveau déjà. Donc, à partir de là, depuis le début de ta carrière, là, en tant que joueur, tu te fais dire chip le puck dans le coin pour gagner, bloque des shots pour gagner, joue de la bonne façon en tant qu'équipe, sois un bon coéquipier, etc., etc. Puis tout ça additionné ensemble, là, un jour, on va gagner. Bien, Alex Pietrangelo, ça fait 12 ans qu'il le fait pour les Blues. Ça fait 12 ans. Puis en plus de ça, il a amené la première coupe en tant que capitaine à l'équipe. Donc oui, selon moi, il doit s'attendre à un niveau de respect un peu plus élevé que probablement d'autres joueurs. Puis la raison, c'est tout ce que je viens de dire ça. Oui, les Blues ont investi beaucoup en lui, mais en tant que joueur, tu as tellement investi dans une organisation. Donc, j'imagine que it comes down to more than money. Là. Ça doit avoir un peu plus qu'à l'argent. Puis ça, pour vrai, c'est pas des choses que, même si Alex, des fois, commencerait à me parler de quoi que ce soit, je dis, regarde, je veux rien savoir. Moi, je suis ton chum, je souhaite le meilleur pour toi. Puis que ça soit ici ou ailleurs, honnêtement, je suis très honnête quand je dis ça.